c'est-à-dire comment se forment donc les plis qu'on avait qualifiés de plis isopaques. Alors, dans ce type de mécanisme également, c'est-à-dire le mécanisme par flexion, si on a plusieurs couches de même nature lithologique, la flexion, parfois, est suivie de phénomènes de glissement banc sur banc. C'est ce qu'on a déjà vu dans la séance passée. Donc, il va y avoir décollement de couches et le glissement des bancs sur banc. Alors, quand vous avez le glissement banc sur banc, comme vous avez ici, c'est sur ce schéma-là. Donc ici, vous avez une pile de strates non déformées. Les strates, regardez, les strates ici sont horizontales, donc ils ne sont pas déformées. Donc l'état initial, si vous voulez, sans déformation. Mais quand ils subissent donc une compression, ils vont donc se déformer et donner des plis, bien un pli. Alors comme j'ai dit, ici, quand les couches présentent une même nature lithologique, la flexion peut engendrer le glissement des bancs sur bancs. Les flèches ici indiquent donc le glissement des bancs sur bancs. Alors, quand vous avez un glissement de banc sur banc ici, à la limite, c'est-à-dire au niveau des limites entre les couches, il va y avoir des phénomènes de friction et de frottement, ce qui va engendrer la formation d'istries. C'est ce qu'on avait appelé les stries de glissement quand on a étudié les failles, c'est-à-dire la tectonique cassante, les stries de glissement. Donc, il faut s'attendre également à trouver au niveau des flancs, des surfaces des flancs des plis, des stries de glissement quand il s'agit bien sûr donc de flexion suivie de phénomènes de glissement de banc sur banc. Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Alors, on parle toujours de plis isopaques, mais aussi de plis parallèles. Parfois, donc, on parle de plis parallèles. Isopaques, c'est-à-dire parallèles. Le même schéma ici, qui montre donc un plissement par flexion. Et vous avez ici glissement des bancs, des couches, si vous voulez, les unes sur les autres. Par conséquent, comme je dis, il faut s'attendre à trouver donc les stries de glissement au niveau de ces flancs-là. Donc, on parle ici d'un pli isopaque ou bien un pli parallèle. C'est la même chose. L'exemple de cette photo-là, donc on l'a déjà vu. Pli isopaque ou bien pli parallèle, mécanisme de plissement, c'est par flexion. On peut avoir également un autre type de pli ou bien un autre type de plissement, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le plissement par disharmonie, la disharmonie. Alors, quand on parle de disharmonie, c'est-à-dire un plissement dans lequel on n'a pas une harmonie, c'est-à-dire on n'a pas une homogénéisation de plissement, si vous voulez. Il n'est pas harmonique. C'est pourquoi on l'appelle disharmonie. Alors, la disharmonie, tout simplement, c'est le fait pour des couches contiguës de s'être plissées de façon différente au cours d'une même phase tectonique. Quand on a la disharmonie, plissement par disharmonie, il faut s'attendre à trouver des couches contiguës, c'est-à-dire des couches coalescentes, des couches proches les unes des autres, mais plissées de façon différente. Autrement dit, un ensemble de couches, mais plissées de façon différente, avec même contrainte, même phase tectonique. C'est ce qu'on appelle la disharmonie. Exemple ici, vous avez ici des couches, vous avez une couche ici, ces couches-là, et une couche ici. Alors, la couche rose, si vous voulez, ou bien le banc rose, est plissé,
mais ce n'est pas de la même façon au niveau de la couche, ou bien des couches grises ici. Regardez ici la longueur d'onde de pli, elle est grande. Ici, vous avez des plissements, des petits plissements, on peut parler de microplissements parfois, hein, dans cette couche-là. Alors, ces petits plissements, on peut les appeler également des plis parasitaires, si vous voulez, parfois parasitaires, mais ici, c'est le phénomène de dysharmonie. Phénomène de dysharmonie, c'est-à-dire plissement d'un paquet de couches comme ça, de différentes manières. Ici, vous avez, comme j'ai dit, un pli avec une grande longueur d'onde pour la couche rose, ici en bas et en haut ici. Pour les couches grises, vous avez des micro-plis, des plis avec de petites longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle la dysharmonie, phénomène de dysharmonie. Ici, on parle d'une dysharmonie élémentaire à l'échelle d'un pli. On peut également avoir une dysharmonie, si vous voulez, fondamentale entre un socle et une couverture. Un socle et une couverture. Ce que vous avez ici, vous avez le socle ici à la base et vous avez la couverture, les terrains qui forment la couverture du socle. Alors le socle, en général, c'est des terrains anciens. Quand vous entendez socle, il faut penser à des terrains anciens. Parfois on l'appelle socle, parfois on l'appelle substratum, par exemple. Et c'est généralement des terrains, comme je dis, anciens, des terrains d'âge précambrien, d'âge paléozoïque en général. Alors la couverture, c'est en général le mésozoïque, le cénozoïque, etc. C'est ce que vous avez ici. Entre les deux, bien sûr, les deux exemples de terrain, c'est-à-dire entre le socle et la couverture, généralement, il y a une discordance majeure. Une discordance majeure ici. Alors ici, on parle, regardez, donc ici, vous avez généralement la couverture subit un décollement sur le sol quand il y a une déformation. Et il y en a donc une dysharmonie, si vous voulez, fondamentale entre le socle et la couverture. Et bien sûr, on va avoir donc l'indépendance des plis de couverture par rapport au socle. Il va y avoir une indépendance. Indépendance des plis de couverture par rapport au socle, c'est-à-dire les terrains se plissent donc de différentes manières, de différentes façons. Voilà donc ce qu'on appelle une dysharmonie fondamentale. Alors, ce phénomène de plissement par dysharmonie peut être dû à de multiples facteurs, c'est-à-dire peut être engendré par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la différence entre les longueurs d'onde de plissement en fonction de l'épaisseur des strates. C'est-à-dire, parfois, les strates épaisses ne se déforment pas de la même manière que les strates peu épaisses. Donc ici, vous avez une différence entre les longueurs d'onde de plissement en fonction de l'épaisseur des strates. C'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. La couche rose de tout à l'heure présente un plissement avec une longueur d'onde importante, alors que la couche ou bien les couches grises présentent des longueurs d'onde de petites longueurs d'onde petites. Donc on parle ici d'une différence entre les longueurs d'onde de plissement en fonction de l'épaisseur des strates. Deuxième facteur qui peut engendrer le phénomène de dysharmonie, c'est le raccourcissement plus accentué par pincement dans le cœur des plis, lorsqu'il y a peu de glissement couche sur couche. Autrement dit, quand on a, si vous voulez, une déformation compressive, concentrée au niveau du cœur du pli, c'est-à-dire au niveau de la charnière du pli. Alors, il va y avoir un pincement. Et ce pincement-là peut engendrer, si vous voulez, le phénomène de dysharmonie
au niveau du cœur du pli. Et ce cas, bien, ce facteur-là peut être déclenché quand on a un peu de glissement de couche sur couche. Et par conséquent, on va voir la concentration de la déformation au niveau du cœur des plis. Troisième facteur, on peut avoir donc le phénomène de disharmonie, bien un plissement par disharmonie, quand on a la désolidarisation entre deux niveaux de lithologie différents. Alors, quand on a deux niveaux de lithologie différentes, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on a par exemple des calcaires, des niveaux de calcaire, des niveaux d'argile par exemple, ou bien de marne, il faut s'attendre toujours à trouver donc ce phénomène de disharmonie dû à la différence lithologique au niveau des plis. Un autre facteur, c'est quand on a le changement de mode de plissement en fonction de la compétence des roches. C'est presque la même chose que la différence de lithologie. Sauf ici, on parle de compétence, c'est-à-dire de la dureté des roches. C'est-à-dire les roches dures se déforment différemment des roches, si vous voulez, tendres ou bien des roches à tendance plastique, si vous voulez. C'est-à-dire calcaire et argile, par exemple, ne vont pas se déformer de la même façon. Voilà d'une manière générale, si vous voulez, quelques exemples de facteurs qui peuvent entraîner la disharmonie ou bien le plissement par disharmonie au niveau donc, des plis. Alors, regardez cette photo. Ici, vous avez donc un pli de type anticlinal, si vous voulez, bien forme anticlinale. Alors, regardez les couches. Certaines couches sont plissées d'une façon normale ou bien d'une façon ordinaire, mais au niveau du cœur, le cœur du pli, on peut voir des couches qui présentent ce phénomène de disharmonie. Alors, la différence entre ces couches-là, les couches plissées d'une façon ordinaire, regardez, présentent une épaisseur très importante. C'est-à-dire, elles sont épaisses par rapport aux couches qui se trouvent en bas et qui occupent le cœur de cet anticlinal. Il s'agit là de bancs de petite épaisseur, vous voyez, ici des bancs calcaires avec épaisseur assez importante. Alors cela donc entraîne, donc, comme je dis, ce phénomène de disharmonie lors du plissement. Alors la déformation cassante associée à la flexion. Souvenez-vous bien, quand on avait parlé de phénomène de plissement par flexion, j'ai dit que la déformation peut être concentrée au niveau des flancs, et on parle de plis isopaques à déformation des flancs. La déformation aussi, parfois, peut se concentrer au niveau de la charnière, et on obtient des plis isopaques à déformation de charnière. Alors, pardon, je m'excuse. Alors, la déformation cassante associée à la flexion. Alors, comme je vous ai expliqué l'autre fois, comme j'ai dit, on peut avoir, quand on a un mécanisme de plissement par flexion, on peut avoir donc
une déformation concentrée au niveau de la charnière, ou bien une déformation concentrée au niveau des flancs. Alors, bien sûr, ces déformations-là vont être associées à des structures cassantes. Alors, lorsque le plissement dépasse une certaine limite, on a rupture manifestée par une déformation cassante. Alors, le premier cas qu'on va voir ici, c'est les plis à déformation de flanc. Ça, je l'ai également expliqué tout à l'heure. Donc, il va y avoir donc glissement de banc sur banc au niveau des flancs, ici, comme vous avez ici. Et par conséquent, il faut s'attendre à trouver donc les stries de glissement. Il peut y avoir également formation de fente de tension à ce niveau-là. C'est ce que vous avez ici, par exemple. Suite à des phénomènes de cisaillement, il va y avoir des cisaillements au niveau des flancs. Et donc, il va y avoir formation également de fente de tension parfois. Alors, pour les plis à déformation de charnière, les structures cassantes qui vont être associées aux plis à déformation de charnière. Alors, souvenez-vous bien, quand on a un pli, on a une zone qu'on appelle l'extrado, une zone qui s'appelle l'intrado. L'extrado, c'est l'extérieur, le dos extérieur, si vous voulez, du pli, et l'intrado, c'est le dos intérieur du pli. Alors, bien sûr, ça également, on l'a déjà expliqué l'autre fois. Dans l'extrado, au niveau de cette partie-là, il faut s'attendre à trouver, si vous voulez, un étirement, c'est-à-dire un régime distensif. Un étirement, régime distensif. Alors, puisque on va voir donc un étirement ici, il faut s'attendre à trouver toutes les structures, les microstructures cassantes qui accompagnent un étirement. C'est l'exemple ici de fente de tension, par exemple. Il faut s'attendre à trouver ici des fentes de tension ou des microfreins normales, par exemple, au niveau de l'extrado. Au niveau de l'intrado, donc ici vous avez un anticlinal, ici un synclinal. Pour l'anticlinal, vous avez un extrado et un intrado. Pour le synclinal également, la même chose, vous avez extrado et intrado. Voilà donc en ce qui concerne l'extrado. C'est ce que vous avez ici, par exemple, au niveau de ce pli-là. Pour l'intrado, l'intérieur, ou bien le dos intérieur, si vous voulez, du pli, ici, par exemple, ici, par exemple, pour le synclinal, ici, pour l'anticlinal. Là, comme on l'a également expliqué l'autre fois, dans cette zone-là, vous avez surtout un phénomène de raccourcissement. Raccourcissement, c'est-à-dire un régime compressif. Compressif. Donc, par conséquent, il faut s'attendre à trouver toutes les microstructures qui accompagnent un régime compressif ou bien qui accompagnent le raccourcissement, tels que les microfailles inverses, tels que la disharmonie également. Mais aussi, on peut avoir également les fentes de tension parfois, si les matériaux sont très compétents. Il faut s'attendre à trouver également des microstylolites, pourquoi pas, des microstylolites ou bien des stylolites, comme on a vu l'autre fois, etc. Donc, toutes les microstructures et les structures qui accompagnent les phénomènes de raccourcissement. Ici, sur ce schéma-là, vous avez un phénomène de disharmonie qui affecte, si vous voulez, les terrains qui se trouvent ici au centre ou bien au cœur de l'anticlinal. C'est un ensemble donc de microplis. Ces microplis-là, il faut s'attendre à les trouver en général au niveau donc de l'intrado. C'est ce que vous avez ici. Au niveau de l'intrado, ils peuvent être associés à des stylolites, ils peuvent être associés à des failles inverses, etc. C'est ce que vous avez ici. Donc, sur ce petit dessin,
Alors ici, vous avez l'extrado avec des fentes de tension. Ce que vous avez ici, c'est des fentes de tension. Ici, un intrado avec des stylolites. Des stylolites. Mais on peut avoir un extrado également avec des failles normales. C'est ce que vous avez ici. Un trado avec des failles normales. Pardon, un extrado avec des failles normales. Ce que vous avez ici, regardez des graben ici. Horstgraben, c'est des petites, c'est pas des grandes failles normales, hein, c'est des petites failles normales. Et au niveau de l'intrado, on peut avoir des failles inverses et des micro-plissements, bien des phénomènes de désarmement. On peut avoir également des micro-stylolites, bien des stylolites. S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Je vous conseille de désactiver vos micros pour ne pas perturber le cours. Alors bien, donc maintenant on a terminé avec ce mécanisme de plissement par flexion, bien ce qu'on peut appeler également par flambage, si vous voulez, phénomène de flambage. Et maintenant on va essayer de voir un peu le mécanisme de plissement par aplatissement. Aplatissement, bien cisaillement. Pardon, d'aplatissement, bien phénomène de cisaillement. Ce type de mécanisme forme ce qu'on appelle les plis anisopaques, bien ce qu'on peut qualifier de plis passifs. Pour le phénomène ou bien le mécanisme de flexion, on parle de plis isopaques. Pour le mécanisme d'aplatissement, bien de cisaillement, on parle de plis anisopaques ou bien plis passifs. Alors dans ce cas, l'épaisseur de la couche plissée n'est plus constante. C'est-à-dire, il faut s'attendre dans ce cas de plissement à une variation d'épaisseur des couches plissées. Ce que vous avez ici, vous avez l'état initial, par exemple, ici, de deux couches, couche verte, couche bleue, avec E1, épaisseur couche verte, E2, épaisseur de la couche bleue. C'est l'état initial, avant la déformation. Quand ces couches-là, ou bien ces terrains-là, subissent une déformation par plissement, ou bien un plissement par aplatissement, elle donne donc cette sorte de pli dans laquelle on peut voir les variations des épaisseurs des couches. Les couches plissées présentent donc des épaisseurs variables. L'épaisseur n'est pas la même tout au long de la couche. Alors, c'est l'état final ici qui donne donc ce qu'on appelle les plis anisopaques. Après, donc, une compression, bien sûr. Après, phénomène de compression. C'est ce qu'on appelle les plis isopaques ou bien plis par aplatissement. Ou bien on peut les qualifier également de plis passifs. Alors, généralement, bien sûr, ce type de plissement, on le trouve en général dans la croûte, si vous voulez, moyenne ou la croûte inférieure, c'est-à-dire dans les grandes profondeurs du globe terrestre. C'est-à-dire à l'opposé des plis par flexion, généralement, cette sorte de pli, ce mécanisme de plissement, ou bien cette sorte de pli, on les trouve surtout dans les niveaux supérieurs de la croûte terrestre. Ça, on va le voir quand on va voir les niveaux structurants. Voilà, donc, essayer de caractériser chaque niveau par le type de déformation qui se déroule dans chaque niveau. Alors, sur cette photo, vous avez des plis, des plissements qu'on peut voir ici clairement avec des couches qui présentent des épaisseurs variables. Généralement, l'épaisseur maximale, on la trouve au niveau de la charnière et l'épaisseur maximale minimale au niveau des flancs. Alors, c'est ce qu'on appelle ici un plissement par aplatissement. Et le nom de plis formé, c'est des plis anisopaques.
Ici, vous avez un plissement et vous avez ici un autre plissement. Alors, il s'agit là de la réponse ductile à une compression. L'épaisseur varie le long de chaque couche. Les couches ne sont pas cassées. Ici, il n'y a pas de structure cassante. On ne trouve pas de structure cassante qui accompagne ce phénomène de plissement. Ce qu'on a, c'est surtout donc le champ, c'est-à-dire la variation de l'épaisseur de la couche, ce qui montre ici, si vous voulez, qu'il s'agit là d'un matériau ductile, c'est-à-dire c'est un matériel qui n'est pas très compétent. Il est ductile, c'est pourquoi donc il subit donc cette sorte de plissement et donc cette sorte de pli avec une charnière épaisse et des flancs amincis ou bien peu épais. Et on obtient donc, comme je dis, des couches plissées avec des variations d'épaisseur. Il s'agit donc de plissement par aplatissement ou bien pli anisopaque, comme ça on a déjà expliqué. Voilà ce qu'on peut dire à propos donc des plis anisopaques ou bien plis par aplatissement. Maintenant, on va essayer de voir quelques exemples de plis, ce qu'on appelle les plis concentriques ou bien plis semblables. Alors, la géométrie des plis en général est très dépendante du comportement des flancs. C'est-à-dire comment se comportent les flancs. Le comportement des flancs peut influencer en général la géométrie des plis. Alors, comment on peut définir un pli concentrique et un pli semblable? Un pli concentrique est tout simplement un pli isopaque. Isopaque, c'est-à-dire l'épaisseur des couches est la même, avant et après la déformation. Donc, l'épaisseur des flancs reste constante. Pli constant, pli isopaque, dont l'épaisseur des flancs reste constante. Alors, cette géométrie impose un rayon de courbure croissant vers l'extérieur du pli. Rayon de courbure croissant vers l'extérieur du pli. C'est-à-dire, vous avez des couches plissées, alors le rayon de courbure des couches plissées augmente vers l'extérieur. Le petit rayon, on va voir à l'intérieur, au niveau du cœur du pli, mais le grand rayon de courbure, on va le voir à l'extérieur du pli. C'est ce qu'on appelle, donc c'est une caractéristique, si vous voulez, de pli concentrique ou bien pli isopaque, concentrique. Le pli, voilà donc en ce qui concerne le pli, un pli concentrique. Alors, un pli semblable, c'est tout simplement un pli anisopaque cette fois-ci, qui présente des flancs qui s'amincissent alors que les charnières s'épaississent. C'est ce qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. Généralement, au niveau des plis anisopaques, il faut s'attendre à trouver des charnières épaisses et des flancs minces. Alors ici, un pli est dit anisopaque de type semblable, si les flancs s'amincissent et les charnières s'épaississent. L'épaisseur, alors ici l'épaisseur de couche n'est pas constante, l'épaisseur réelle des couches n'est pas constante, mais l'épaisseur de couche reste constante quand on la mesure parallèlement à la surface axiale du pli. Vous prenez la surface axiale du pli et on mesure de part et d'autre de cette surface-là, mais d'une façon parallèle à la surface, on va trouver une épaisseur constante. Mais l'épaisseur réelle des couches, elle n'est jamais constante. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce fragment ici, c'est un morceau de pli, il n'est pas complet, mais
Le pli, en principe, est fait comme ça. Comme ça. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que l'épaisseur des couches est constante. Donc là, on peut parler d'un pli isopaque. Et c'est un pli, il s'agit d'un pli isopaque et concentrique. Concentrique, pourquoi? Parce que si vous prenez le rayon de courbure ici, ce rayon de courbure, il est variable. Il augmente du centre vers l'extérieur du pli. Tandis que l'épaisseur des couches, elle est toujours constante. Alors, c'est ce qu'on appelle un pli concentrique. Alors, un pli concentrique, comme je vous ai expliqué, c'est un pli isopaque, avec un rayon de courbure variable du cœur vers l'extérieur du pli. Deuxième exemple ici. Regardez sur cette photo. Alors ici, vous avez un pli comme ça. Alors, si on suit une couche, par exemple, on va constater que l'épaisseur de la couche varie. Et l'épaisseur maximale, on la trouve ici, au niveau de la charnière, alors que l'épaisseur minimale, on la trouve ici, au niveau des flancs. Alors, ce type de pli, c'est ce qu'on appelle un pli semblable. C'est-à-dire, c'est un pli anisopaque avec une épaisseur maximale des couches au niveau de charnière et une épaisseur minimale au niveau des flancs. C'est-à-dire l'épaisseur réelle des couches, des strates, est variable. Mais on peut avoir une épaisseur, si vous voulez, c'est pas l'épaisseur réelle, mais quand on mesure, si vous voulez, les distances entre les limites de strates, de part et d'autre de la surface, via le plan axial du pli, on va trouver les mêmes distances. Donc on peut dire que l'épaisseur, elle est constante si on la mesure parallèlement à la surface axiale et de part et d'autre de la surface axiale. C'est ce qu'on appelle donc un pli semblable. Un pli semblable. Je vais vous donner les caractéristiques détaillées, bien les principales propriétés, si vous voulez, de ces plis-là. Alors, pour le pli concentrique, les principales propriétés de ce pli-là, bien de ce type de pli, alors, regardez cette photo. Donc, vous avez, on a pris ici l'exemple d'une seule couche, mais vous pouvez imaginer plusieurs couches, hein, avec une épaisseur E, l'épaisseur de la couche. Alors, quand cette couche-là subit une flexion, elle va donc donner, si vous voulez, un pli isopaque, ici, avec donc la même épaisseur partout après déformation. Vous avez E ici avant déformation et E ici, c'est la même après déformation. Alors, ce qu'on remarque ici, vous avez ici cette ligne en pointillé. C'est ce que ce que j'ai déjà expliqué avant. C'est ce qu'on appelle la ligne neutre. La ligne neutre, je vous rappelle, il s'agit d'une ligne qui forme la limite entre la déformation au niveau de l'extrado et la déformation au niveau de l'intrado. C'est-à-dire entre la déformation distensive, si vous voulez, eh bien, l'étirement au niveau de l'extrado et le raccourcissement et la déformation compressive au niveau de l'intrado. C'est indiqué ici. Sur cette photo, vous avez secteur en extension et vous avez le secteur en compression. Donc la ligne neutre, c'est une ligne où il n'y a ni
compression ni extension. C'est pourquoi on l'appelle ligne neutre. La ligne neutre. Alors, revenons maintenant aux propriétés principales, si vous voulez, de pli concentrique. Alors, la première propriété, c'est que le caractère concentrique impose des déformations au sein des bancs. On distingue alors des secteurs, comme je viens de l'expliquer, des secteurs en dilatation à l'extérieur, au niveau de l'extrado, et une compression à l'intérieur de l'intrado. L'intrado des bancs, bien sûr. Intrado, extrado des bancs. Alors, ces zones ou bien ces secteurs sont séparés par une ligne neutre, le long de laquelle il n'y a ni extension ni compression. Alors, l'extension dans l'extrado du couche, dans le cas de séries calcaires, est souvent matérialisée par des fonds de tension remplis en général par la calcite. Ils peuvent être remplis, peuvent être vides. Mais s'ils sont remplis, quand il s'agit donc de terrain calcaire, généralement les fonds de tension sont remplis par des carbonates. Voilà donc la première propriété, si vous voulez. Deuxième propriété de ces plis et de ce phénomène de plis concentrique, généralement l'empilement de plis concentriques est imparfait. Il ne peut être infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on prend les couches plissées, bien les couches qui forment le pli concentrique, et quand on les empile, on les met, si vous voulez, les unes sur les autres, ils ne vont pas donner un empilement parfait, c'est-à-dire parallèle, si vous voulez. Ils donnent un empilement imparfait. C'est ce que vous avez sur cette figure-là. Ici, regardez, l'empilement ici, il n'est pas ajusté, il n'est pas parfait, il est imparfait. D'accord? Il est toujours fini. C'est-à-dire, c'est pas infini. C'est-à-dire, on ne peut pas empiler jusqu'à l'infini. Non. Il est fini, un empilement fini, il s'arrête. On peut l'arrêter quand on ne peut pas empiler. Donc ici, il s'agit d'un empilement imparfait et fini. Il faut également, comme ça je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut s'attendre à trouver des glissements des bancs sur banc au niveau des flancs surtout, pour former ce type de pli concentrique. Troisième propriété, c'est ce que je viens de dire, donc les couches glissent les unes sur les autres pour accommoder la déformation. Pour qu'il y ait une accommodation de la déformation, il faut absolument avoir des glissements des bancs sur banc. Et parfois même, vous pouvez avoir des microstructures de tectonique cassante sur les flancs. Alors, il en résulte des défauts d'empilement, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on obtient un empilement imparfait. Et on peut avoir également des phénomènes de désharmonie parfois. Phénomène de désharmonie par plissement de second ordre. Donc, le phénomène de désharmonie, on peut le qualifier de plissement de second ordre. Ou bien aussi, on peut avoir l'apparition de failles. Failles, c'est-à-dire des fractures ou bien des fissures, accommodant les déformations parasites imposées par le plissement. C'est-à-dire, tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes qui permettent, si vous voulez, de garder l'épaisseur constante des couches. Ces phénomènes qui, si vous voulez, qui engendrent l'accommodation de la déformation, c'est tout simplement pour garder l'épaisseur des couches constantes. Voilà donc, d'une manière générale, si vous voulez, les propriétés principales d'un plissement, bien de pli concentrique. Voyons maintenant
Alors, bien sûr, donc, on trouve ces plis dans le domaine superficiel en général, ça je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire domaine superficiel de la croûte. Et je vais vous donner les détails sur ces domaines, c'est ce qu'on appelle les domaines structuraux, quand on va voir les domaines structurés, c'est-à-dire au cours de la dernière séance. Quelques illustrations, donc ce qui illustre ce que je viens d'expliquer. Donc vous avez ici un pli concentrique et on peut voir donc l'extrado avec des fissures ici, des fentes de tension, et on peut voir aussi la ligne neutre ici. La même chose ici, c'est une forme antiforme, ici c'est une forme symforme. La même chose, vous avez l'extrado ici, l'intrado et la ligne neutre. Alors sur ces deux exemples d'antiforme et de symforme, les fentes sont ouvertes dans l'extrado des plis. Ces fentes-là indiquent que la matière est étirée dans la partie externe des couches plissées. C'est-à-dire il y avait ici un étirement au niveau donc, de l'extrado du pli. Maintenant, passons à voir un peu les propriétés principales des plis semblables. Plis semblables. La même chose que tout à l'heure, si on considère ça une couche, si vous voulez, on va prendre l'exemple d'une seule couche, avant déformation, c'est-à-dire l'état initial, après déformation par aplatissement, bien sûr, on va voir cette forme-là. Compression, plissement par aplatissement, on obtient donc un pli de cette forme-là. Alors, regardez le pli ici, il présente une charnière épaisse et des flancs minces et un peu épais. Alors là, vous avez étirement des flancs et vous avez cette fois-ci le rayon de courbure ou bien la courbure des limites des bancs est égale. À n'importe quel point, la courbure est constante, est la même. Alors, dans ce cas de pli semblable, comme vous voyez ici, on peut avoir un empilement parfait. Regardez l'empilement des couches ici. Il est parfait, c'est-à-dire les limites sont parallèles. Les limites des bancs sont parallèles. Donc, on obtient un empilement parfait. Et qui peut être infini. On peut empiler jusqu'à l'infini. Pas de problème. Ce n'est pas comme les plis concentriques. Alors ici, ces plis ne laissent pas de volume libre entre eux. Comme je dis, donc vous avez le même rayon de courbure, donc les limites ici sont parallèles. Donc pas de volume vide, pas de vide entre les couches. Ils apparaissent dès que les flancs peuvent s'amincir de façon significative et se développent donc dans le domaine aréologie ductile. C'est-à-dire ici, on est dans un domaine où les terrains ou bien où les couches sont ductiles. C'est-à-dire on peut dire qu'ils sont donc, présentent un caractère souple. Ils sont, si vous voulez, souples. Ce n'est pas comme les plis concentriques. Les couches ou bien les terrains ne présentent pas ce caractère ductile. Il s'agit de terrains relativement compétents pour les plis concentriques. Alors, dans ce cas de pli, comme j'ai dit, il s'agit donc de plis qu'on peut empiler d'une façon parfaite et d'une façon, si vous voulez, infinie, jusqu'à l'infini. Les plis, bien sûr, sont reproduits par translation. On peut les reproduire par translation. Alors là, il s'agit donc d'une géométrie de plis qui se répète indéfiniment.
indéfiniment par une simple translation. Alors, ce type de pli semblable, on le trouve de façon systématique dans les déformations sous des conditions de pression et température plus sévères qu'en surface. C'est-à-dire, ce type de plissement ne peut se former qu'en grande profondeur. Là, on a la pression et la température élevées. Elle caractérise notamment donc les zones de cisaillement du domaine ductile profond. À l'opposé des plis concentriques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui peuvent se former dans des conditions de pression-température très faibles, si vous voulez, et dans des niveaux supérieurs de la croûte terrestre. Ces plis semblables se forment quant à eux, dans du domaine ductile profond. Quelques illustrations. Regardez ici ces plis sur cette photo. Vous avez amincissement du flanc et épaississement des charnières qui permettent donc aux plis semblables de s'emboîter les uns dans les autres. Ici, donc, on peut les empiler, peuvent être emboîtés, si vous voulez, les uns dans les autres, sur des épaisseurs importantes. Alors là, il s'agit donc de plis semblables. Sur cette photo-là, la même chose. Il s'agit de plis semblables. Regardez les charnières ici. La charnière épaisse par rapport au flanc. Regardez ce que j'ai marqué en tiret bleu. Si c'est un ensemble de terrain, épais au niveau de la charnière et mince au niveau des flancs. En tiret rouge, vous avez le plan axial, ou bien la surface axiale du plan. Alors, si on mesure les distances de part et d'autre de cette surface-là, on va voir, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, les épaisseurs de part et d'autre de la surface axiale ou bien du plan axial. On va trouver les mêmes distances. Ce que j'ai marqué ici par des traits jaunes. Regardez cette distance-là. Si je la compare à celle-là, c'est la même. Celle-là, par rapport à celle-là, c'est la même. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure les épaisseurs, mais ce n'est pas des épaisseurs réelles. Hein. C'est les distances entre les limites de couches de part et d'autre de la surface axiale. Sont les mêmes, mais l'épaisseur de la couche varie. C'est-à-dire l'épaisseur réelle de la couche varie tout au long de la couche. C'est parmi donc, les propriétés simulées des plis semblables. Voilà, donc on a terminé avec ce chapitre. On va passer au chapitre suivant. Alors, le chapitre suivant. Dans ce chapitre, on va essayer de voir les marqueurs de la déformation du tir. Comme on a vu dans la première partie les marqueurs de la déformation cassante, dans cette partie, on va également voir les marqueurs de la déformation ductile. Alors, les marqueurs, si vous voulez, de la déformation ductile, c'est surtout la schistosité
et l'élimination. Alors, la schistosité et la lignation, bien l'élimination, sont des structures dites pénétratives. Elles sont réparties dans la masse de la roche avec un faible espacement. Là, il s'agit de structures ou bien de microstructures qui accompagnent la déformation inductive. Alors, on les qualifie de structures pénétratives car elles affectent toute la roche. C'est-à-dire, elles affectent même, si vous voulez, l'intérieur des couches du terrain. Il affecte la surface, mais il affecte également l'intérieur. C'est pourquoi on les appelle structures pénétratives. Alors, la schistosité est une structure planaire, c'est-à-dire elle se présente sous forme de plan qui affecte la roche. Après la déformation, bien sûr, la déformation inductive. Donc, il s'agit là de structures planaires. Il faut faire attention. Donc, pour déterminer les caractéristiques ou bien les propriétés géométriques de la schistosité, toujours il faut penser à déterminer la direction et le pondage des plans de schistosité. Tandis que les lignations sont des microstructures linéaires, c'est-à-dire qu'elles se présentent sous forme de lignes. Donc, pour déterminer leurs propriétés géométriques, il faut penser à déterminer l'azimut, le plongement et le pitch. Ça, donc on l'a déjà vu dans la première partie, quand on a parlé donc des structures, des microstructures, bien des structures linéaires qui accompagnent la déformation cassante. Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Donc schistosité, structure planaire, propriétés géométriques, direction, pondage, l'élimination, structure, bien microstructure linéaire. Propriétés géométriques, c'est l'azimut, le plongement et le pitch. L'azimut, c'est l'équivalent de la direction, si vous voulez, pour les structures planaires. Plongement et pitch, c'est l'équivalent, si vous voulez, du pondage pour les structures planaires. Alors, sur ce schéma-là, vous avez une structure plissée, avec ici une forme antiforme, c'est-à-dire un anticlinal, ici une forme synclinale, ou bien une forme synforme. Alors, regardez ici, on qualifie de S0 la stratification, c'est-à-dire les limites de stratification, ce qu'on appelle S0. Limite de stratification, c'est-à-dire le mur et le toit des terrains, des strates ou bien des couches. S0. S1, c'est la schistosité. La schistosité. Alors, regardez les plans de la schistosité ici. Il affecte donc ce structure plissée. Alors, grosso modo, ces plans de schistosité ici sont parallèles au plan axial du pli, de l'anticlinal et du synclinal ici. Alors, ces plans de schistosité, ils subissent parfois ce qu'on appelle donc ils subissent des déviations, ils subissent des déviations selon la compétence des terrains. Si par exemple on a des terrains fragiles, bien des terrains, si vous voulez, tendres et des terrains durs, la schistosité, quand elle traverse ces terrains-là, va se comporter différemment. C'est ce qu'on appelle ici, regardez au niveau de ce banc calcaire, par exemple, vous imaginez ça, c'est un banc calcaire. Ici, c'est des argiles ou bien des marnes. Alors, la schistosité ici, elle est parallèle
Mais quand elle arrive au niveau du banc calcaire, il va subir une déviation. C'est ce qu'on appelle donc une réfraction de la schistosité. Ça, on va le détailler par la suite. Alors, pour ces marqueurs donc, de tectonique ductile, on va commencer à voir les marqueurs de l'aplatissement. Les marqueurs de l'aplatissement. C'est ce que je viens d'expliquer. Vous avez les marqueurs de l'aplatissement, c'est surtout la schistosité et la foliation. Donc, on va voir ces deux types de marqueurs, la schistosité et la foliation. La schistosité et la foliation. Alors, je reviens un peu sur cette notion de S0 et S1. Alors, il faut retenir ça. S0, c'est la stratification, c'est-à-dire les limites de stratification, les limites des bancs, car généralement, quand il s'agit donc de roches sédimentaires, la disposition des couches se fait en strates parallèles, limitées par des limites de stratification. S1, c'est la schistosité. La schistosité, tout simplement, c'est un feuillage plus ou moins serré, acquis sous l'influence de contraintes tectoniques, sans que la roche perde sa cohésion interne. Donc, c'est des plans, c'est des feuillets, c'est un feuillage, c'est des plans, c'est des feuillets, hein, très serrés, et formés suite à des contraintes, suite à une déformation tectonique. Bien sûr, les plans de schistosité sont toujours perpendiculaires à la contrainte maximale, c'est-à-dire sigma 1. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la schistosité peut présenter ce qu'on appelle une réfraction. Une réfraction en fonction de la compétence des roches. C'est-à-dire les feuillets, parfois, ils sont déviés, ils ne sont pas parallèles, et ils sont parallèles dans certaines couches ou dans certains terrains, mais quand ils rencontrent des terrains avec une compétence différente, ils peuvent subir une déviation. C'est ce qu'on appelle la réfraction de la schistosité. C'est ce que vous avez ici, matérialisé par cette ligne rouge. On a la déviation ici, c'est ce qu'on appelle la réfraction. C'est marqué ici, réfraction de la schistosité. Ici, une photo qui montre donc un plissement. Alors, le type de pli ici, c'est un pli semblable, pli anisopaque semblable. Alors ici, on a reproduit le pli, on a redessiné le pli ici. Alors, le plan axial, c'est cette ligne bleue. Vous imaginez ici le pli, il présente presque un axe. Il n'est pas vertical, mais plus ou moins vertical à l'axe du pli. L'axe du pli, on le trouve comme ça. Si on veut dessiner l'axe du pli, on va le dessiner comme ça. C'est presque vertical. Alors ici, le pli, ce n'est pas un pli ordinaire. Il est un peu, si vous voulez, basculé. Donc, il s'agit d'un pli ici à axe relativement vertical. Alors, le plan axial, c'est ce plan-là, dessiné en bleu. Ici, les couches, regardez les couches. Les couches, vous avez la première couche, la deuxième, la troisième ici. C'est ce que vous avez sur la photo. La première couche là, deuxième, troisième. Alors, ce
si on fait attention, donc on va remarquer que ce pli est affecté par cette sorte de feuillage plus ou moins serré, c'est-à-dire la schistosité. Alors, vous avez donc ici, pardon, vous avez S1, c'est la stratification, elle est là, les limites de stratification, S1 ici, là, là, là. Alors, tous ces plans-là que vous voyez ici sont des plans de schistosité. C'est marqué ici, schistosité. Schistosité. D'accord? Alors, regardez ces plans de schistosité par rapport au plan axial ou bien par rapport à la surface axiale du pli. Regardez ici, ils sont plus ou moins parallèles. Alors, on va parler de ce type de pli dans lequel on a les plans de schistosité parallèles au plan axial, bien la surface axiale du pli. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu les types de schistosité qu'on peut avoir. Alors, le premier type, c'est ce qu'on appelle la schistosité de fracture. Alors, c'est le seul type, si vous voulez, le seul type de schistosité qui n'est pas pénétratif. Tout à l'heure, on a dit qu'il s'agit de structures, c'est-à-dire la schistosité et les lignations sont des structures pénétratives. Alors ici, la schistosité de fracture, il n'est pas pénétrative, c'est-à-dire il n'affecte pas la masse, si vous voulez, de la roche, ou bien il n'affecte pas les couches en entier. Alors on l'appelle schistosité de fracture ou bien schistosité espacée. Espacée, c'est-à-dire il se présente sous forme de plans espacés les uns des autres. Tout à l'heure, quand on a défini la schistosité, on a dit que il s'agit d'un feuillage serré dans la roche. Mais ici, en particulier, cette schistosité de fracture, elle n'est pas très serrée, elle est espacée. Elle est matérialisée par des plans de schistosité, ou bien on peut les appeler les plans de schistosité. Certains auteurs les appellent par exemple les plans de clivage. Plans de clivage ou bien de schistosité. Ils sont séparés en général par de quelques millimètres au plus. C'est-à-dire les plans de schistosité, comme je dis, espacés, ils ne sont pas très espacés, hein. Ils sont espacés de quelques millimètres. Alors, ces espacements délimités par les plans de schistosité, on les appelle les microlithons. Alors, il s'agit là de volumes indemnes de schistosité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par la schistosité. C'est pourquoi donc on parle d'une schistosité de fracture espacée. C'est-à-dire il y a des espaces, il y a des volumes dans la roche qui ne sont pas affectés par la schistosité. Alors ces volumes-là non affectés par la schistosité, on les appelle des microlithons. Microlithons. C'est ce que vous avez sur cette photo-là. Regardez les lignes roses, S0. S0. Les lignes vertes, ici, c'est les plans de la schistosité, c'est S1. Alors ici, vous avez la schistosité, ici la schistosité. Entre ces deux plans-là, il y a un volume de roche qui n'est pas affecté par la schistosité. C'est ce qu'on appelle le microlithon. Microlithon. Regardez l'échelle ici, il est indiqué par le crayon. Donc les bancs ici présentent une épaisseur de quelques centimètres. Et les microlithons également présentent une échelle de quelques centimètres. Et si vous voulez, l'espacement entre les plans de schistosité, c'est quelques millimètres à quelques centimètres. Voilà donc ce qu'on appelle la schistosité de fracture. C'est des fractures, se présentent comme des fractures, des plans de fracture qui affectent donc les terrains. Et il s'agit de plans qui ne sont pas très, très serrés, ils sont séparés de quelques millimètres ou bien quelques centimètres.
et des limites, comme j'ai dit, des volumes non affectés par la schistosité, ce qu'on appelle les microlithons. Deuxième type de schistosité, c'est la schistosité de crénulation. Schistosité de crénulation est une schistosité espacée également, où le litage du microlithon est déformé en microplis. Microplis rapprochés les uns aux autres et parallèles entre eux. Et souvent, ces microplis présentent une charnière aiguë. C'est pourquoi on parle donc de crénulation ou bien de crénule. Donc ici, il s'agit là d'une schistosité espacée, mais le litage du microlithon est généralement déformé, c'est-à-dire au niveau du microlithon, il y avait une déformation qui donne des microplis rapprochés les uns aux autres et parallèles entre eux. Ce qu'on appelle donc la schistosité de crénulation. Ces charnières de ces microplis-là, elle est aiguë, elles sont aiguës et forment ce qu'on appelle des crénules. C'est ce que vous avez sur cette photo également ici. Regardez ici, vous avez les plans de schistosité, vous avez des microplissements au niveau des microlithons. C'est indiqué ici crénulation ou microplis. Microplis ici. Les plans de schistosité, vous les avez ici. Ici, c'est un échantillon redessiné. Ici, c'est vu au microscope. C'est très petit ici. Donc, c'est cette sorte de micropli microscopique. Ici, comme vous voyez, forme ce qu'on appelle des microplis ou bien des crénulations. Et ici, vous avez des plans de schistosité. Les plans de la schistosité. Un autre exemple de schistosité, c'est la schistosité de flux. Alors, à partir d'ici, à partir de cet exemple-là, on va parler toujours donc de schistosité continue et pénétrative. La schistosité de flux. Il s'agit donc de schistosité continue et pénétrative, c'est-à-dire qu'elle affecte toute la masse rocheuse, elle affecte tout le terrain. Alors, ce type de schistosité est marqué par l'orientation préférentielle parallèlement au plan de la schistosité. C'est-à-dire ici, ce type de schistosité de flux, il est marqué par l'orientation préférentielle des minéraux et principalement les philites, c'est-à-dire des micas, des argiles, en tout point de la roche. C'est-à-dire quand vous avez la schistosité de flux, il faut s'attendre à trouver Monsieur, votre micro est désactivé.
Ah oui, le micro est désactivé. Vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous ai projeté, ce que j'ai partagé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Alors, vous avez suivi l'explication de ce diapo-là? Il y avait le son? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Alors, à partir de quelle diapositive vous m'entendez pas? Ici, vous m'avez entendu? Explication, ici. À partir de schistosité de flux. Ah, donc juste à partir de la schistosité de flux. Oui. Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc voilà ici. Vous avez donc le type de la schistosité de flux. Alors, comme j'ai dit, il s'agit d'une schistosité continue et pénétrative. Donc, à partir de ce type-là, tous les autres types vont être des types, si vous voulez, de schistosité continue et pénétrative. Tout à l'heure, quand on a vu, par exemple, la schistosité de fracture, donc ici, il ne s'agit pas de schistosité pénétrative, elle est espacée. La schistosité de crénulation, là également, il s'agit d'une schistosité espacée. Mais ici, on peut parler de pénétrative, hein, parce qu'il peut affecter toute la roche. Hein. Mais il s'agit d'une schistosité espacée. À partir de la schistosité de flux, ici, à partir d'ici, donc on va parler de type de schistosité continue et pénétrative. Alors, j'ai dit que cette schistosité de flux, elle est généralement marquée par l'orientation préférentielle des minéraux. C'est-à-dire, on va trouver des minéraux qui sont tous les minéraux présents dans la roche, et plus particulièrement les micas, les argiles par exemple, qui vont être orientés parallèlement au plan de la schistosité. D'accord? Alors, cette schistosité de flux, on l'appelle la schistosité ardoisière. La schistosité ardoisière, ou bien certains auteurs l'appellent également le clivage ardoisière. C'est-à-dire, si vous connaissez, dans le temps, on utilise des ardoises. Des ardoises, c'est-à-dire fabriquées à partir de c'est des matériaux qui ressemblent à des schistes. Des schistes, c'est ce qu'on appelle des schistes ardoisiers, c'est-à-dire elles présentent une schistosité ardoisière. Alors, dans ce cas de schistosité de flux, les microlithons sont de petite taille, puisque donc il s'agit là d'une déformation, bien d'une schistosité continue pénétrative, donc presque même les microlithons sont déformés. C'est pourquoi donc on trouve dans cette schistosité de flux des microlithons de très petite taille. Parfois même la stratification, c'est-à-dire S0, disparaît. On ne voit pas S0. Ce qu'on voit, c'est uniquement S1, c'est-à-dire la schistosité de flux, les plans de schistosité de flux avec des minéraux orientés parallèlement au plan de la schistosité.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, quand on a la schistosité de Flynn, ça veut dire que ici, les conditions de déformation sont très sévères. C'est-à-dire la pression et la température sont très, très élevées par rapport aux autres types de schistosité. Donc ici, comme je viens de l'expliquer, parfois même les microlithons disparaissent, la stratification également disparaît. Cela veut dire que, donc ici, il y a une déformation importante des roches. Et bien sûr, quand on parle de la schistosité, c'est déjà les conditions de pression et de température de métamorphisme. Métamorphisme, c'est-à-dire pression et température élevée. Alors, sur cette photo, vous avez un exemple de schistosité de flux. Regardez ces plans. Ce feuillage, c'est un feuillage de schistosité de flux. Si on ne voit pas les minéraux, mais comme vous voyez ici, il s'agit d'une schistosité ardoisière. Un autre type de schistosité, c'est ce qu'on appelle la foliation. La foliation, c'est une schistosité continue, pénétrative continue. Alors, quand on a la foliation, donc il faut penser à des roches déformées dans un contexte en haut degré de métamorphisme. Donc, les conditions de pression et de température sont très élevées. On est dans le contexte métamorphique, mais avec des conditions de pression et de température élevées. Alors, dans ce cas, les feuilles de schistosité sont caractérisées par la recristallisation des minéraux néoformés, suivant le plan de foliation. C'est ce qu'on appelle la schistosité cristallophilienne. Il faut s'attendre donc à trouver des minéraux orientés dans la même direction. Généralement, il s'agit de minéraux métamorphiques qu'on peut voir à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est pourquoi on les appelle des minéraux, si vous voulez, cristallophiliens. Et la roche présente un aspect rubané. C'est-à-dire, quand on coupe, par exemple, un morceau de roche, on va voir qu'il présente un aspect rubané, c'est-à-dire sous forme de ruban. Cet aspect rubané, il est matérialisé, si vous voulez, par cette orientation de minéraux recristallisés et néoformés, c'est-à-dire les minéraux métamorphiques. Bien des cristaux métamorphiques visibles à l'œil nu. On peut les voir, de gros cristaux qu'on peut voir à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle donc la foliation, bien schistosité, bien la schistosité cristallophilienne. Alors, sur ce schéma-là, vous avez les deux derniers exemples, bien les deux derniers types de schistosité, c'est-à-dire la schistosité de flux, la schistosité cristallophilienne ou bien la foliation. Alors, cette figure, la première figure ici, c'est l'état initial, c'est-à-dire les roches avant déformation, c'est-à-dire avant de subir aucune déformation, l'état initial. Alors, ici, vous avez des indications, bien du repère, qui vont nous donner, si vous voulez, une idée sur la déformation, une idée sur les axes de la déformation. Ces cercles-là,
Vous avez donc ici un cercle. Vous avez cette bande noire. Vous avez ce cercle. Vous avez ce cercle. Ce cercle ici sur cette face-là et un autre cercle sur l'autre face du haut. Alors, après la déformation, si on arrive donc à déformer la roche par une schistosité de flux, c'est-à-dire si on arrive donc au stade de schistosité de flux, voilà ce qu'on va voir. Cette roche-là, l'état initial ici, il va donner cet état après déformation. Regardez la bande noire, elle s'est élargie vers le haut et vers le bas. Regardez le cercle également, il s'est déformé et il a donné donc un ellipse ou bien un ellipsoïde. La même chose, ce cercle dont. Et regardez donc les plans de schistosité. Ici, regardez les plans, s'ils sont parallèles. Cela veut dire que vous avez un étirement comme ça, verticalement. Un étirement verticalement nécessite donc une contrainte maximale horizontale, ici. Pour ce cas de figure, hein, contrainte maximale va être comme ça. Donc vous avez le raccourcissement horizontal et vous avez l'allongement vertical, bien évidemment vertical. Ici, c'est la schistosité de flux. Pour la foliation, il y a la schistosité cristallophilienne. La caractéristique la plus importante ici, c'est l'aspect rubané et la présence de cristaux. C'est ce qu'on appelle les phénoblastes, c'est-à-dire les cristaux de grande taille. Les phénoblastes. Alors, vous avez le plan de schistosité. Alors, le plan de schistosité, pour ne pas l'oublier, hein, il faut le fixer dès maintenant, le mémoriser dès maintenant. Le plan de schistosité correspond au plan XY. Hein. Le plan de schistosité correspond toujours dans l'ellipsoïde de déformation. Elle est toujours parallèle au plan X. C'est ce qu'on a noté ici. Regardez, plan de schistosité XY. La même chose ici, plan de schistosité XY. Quand il s'agit de trous, comme je viens de l'expliquer, donc il faut s'attendre à trouver donc des phénoblastes, c'est-à-dire des cristaux métamorphiques, des minéraux métamorphiques qu'on peut voir comme le mu, parce que c'est au plan de schistosité. Et ce qui donne donc un aspect rubané à la roche. Voilà donc ce type, si vous voulez, de schistosité qu'on appelle foliation, ou bien, je répète encore, schistosité cristallophilienne. Alors, la taille des minéraux varie selon le type de la roche. Alors, pour les gneiss, par exemple, la taille de ces minéraux peut arriver jusqu'au centimètre. Il peut avoir une longueur d'1 centimètre. Pour les micaschistes, par exemple, fins, on peut avoir une taille de minéraux de l'ordre millimétrique. C'est-à-dire des micaschistes très fins, donc les minéraux, bien les phénoblastes, présentent des dimensions de quelques millimètres. Alors regardez toutes ces roches-là, gneiss, schiste, micaschiste, ce sont des roches métamorphiques. Des roches métamorphiques, je pense déjà, vous les avez déjà vues, peut-être en S1 ou bien S2. Alors, le caractère spécifique de la foliation est la différence pétrographique nette des différents feuillets. Cela se traduit par une alternance de feuillets clairs et foncés. Je rappelle encore donc l'aspect rubané ici de la roche. Cet aspect rubané, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est due à la différence pétrographique des minéraux. On peut avoir donc différents types de minéraux
Et par conséquent, on peut avoir une alternance de feuillets clairs, feuillets foncés. Alors, on retrouve ce type de schistosité dans ce qu'on appelle les migmatites, les micaschistes, et plus typiquement dans les gneiss et les mylomètres. Toutes ces roches-là sont des roches métamorphiques. Voilà donc d'une manière assez simple, si vous voulez, ou bien assez simplifiée, les différents types de schistosité, à savoir la schistosité de fracture, la schistosité de crénulation, la schistosité de flux et la foliation. Alors, si vous voulez, les conditions de pression et température, ou bien les conditions de métamorphisme, si vous voulez, qui engendrent ces différents types de schistosité, augmentent, si vous voulez, depuis la schistosité de fracture jusqu'à la foliation. La foliation, si vous voulez, c'est l'exemple de schistosité, ce qu'on appelle la schistosité cristallophilienne, donc c'est l'exemple de la schistosité qui se forme, si vous voulez, dans des conditions de pression-température très élevées. Conditions de pression-température métamorphique, bien sûr, métamorphisme. Bien, donc après cela, on va essayer de voir un petit peu la relation entre S0 et S1, c'est-à-dire la relation entre la stratification S0 et les plans de schistosité S1. D'une manière générale, la schistosité se développe dans des séries fortement plissées, et parallèlement au plan axiaux de ces plis, en général. En général, la schistosité se développe dans les séries qui sont très très fortement plissées, et plus particulièrement quand on a un plissement par aplatissement. Et parallèlement, en général, les plans de schistosité sont parallèles aux plans axiaux des plis. Ils se présentent en éventail légèrement divergent vers l'extérieur de la courbure sur les plis. Alors, quand cette schistosité, ces plans de schistosité sont parallèles au plan axial, on parle de schistosité de plan axial. Quand vous avez des plans de schistosité parallèles au plan axial du pli, on appelle ces schistosité de plan axial. Et on qualifie le pli de pli synschisteux. Pli synschisteux, c'est-à-dire c'est un pli développé ou bien formé en même temps que la schistosité. Et on obtient donc des plans de schistosité parallèles au plan axial ou bien la surface axiale du pli. On parle alors de plan synschisteux. Alors regardez ce pli sur cette photo. Donc là, il s'agit d'un pli semblable, c'est-à-dire un pli anisopaque semblable. Alors, vous faites attention, quand on vous demande de donner le type de pli, un pli, pour un pli, on peut lui attribuer plusieurs nominations. Ça dépend des caractéristiques qu'on utilise. Ou bien ça dépend donc des éléments, si vous voulez, c'est-à-dire les éléments qu'on utilise pour donner le type de pli. Par exemple, ici, si j'utilise, par exemple, l'orientation du plan axial du pli, ou bien, pardon, c'est pas l'orientation, le pendage du plan axial du pli, par exemple,
Alors, le plan axial ici, du pli, il est comme ça. C'est-à-dire, j'ai un plan axial, ou bien une surface axiale, plus ou moins horizontale. C'est-à-dire, alpha, le pendage, le plan axial, est proche de 0. Alors, dans ce cas, je peux parler d'un pli couché, puisque le plan axial est horizontal, je peux parler d'un pli couché qui présente donc un plan inverse et un plan normal. Voilà si vous voulez, une appellation selon le pendage du plan axial. Et si j'utilise maintenant le mécanisme de plissement, je peux parler d'un pli anisopaque. Si je fais appel, si vous voulez, à l'épaisseur des couches, et c'est ça, l'épaisseur des couches, je peux parler de plis semblables. Alors ici, j'ai un pli donc couché et anisopaque et semblable. Regardez donc, je peux attribuer 3 noms à ce pli-là. Pli couché, pli anisopaque, pli semblable. Et d'autres. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire une autre application, une autre appellation. Alors regardez ici les plans de. Ici vous avez le plan axial en rouge. Vous avez les plans de schistosité. Regardez ces plans de schistosité. Hein. On peut voir donc les plans de schistosité. C'est-à-dire, ici vous avez S1, c'est-à-dire la stratification, et les plans de schistosité en jaune, c'est ici vous avez S0. S0, c'est la stratification, et S1, c'est la schistosité, les plans, les droites en jaune. Si les droites, les lignes en jaune, c'est la schistosité. Alors, d'une manière générale, la schistosité se développe, comme j'ai dit, dans des séries fortement plissées. Quand cette schistosité est plus ou moins parallèle au plan axial, ou bien à la surface axiale du pli, on parle donc d'un pli synschisteux, ou bien d'une schistosité de plan axial. Schistosité de plan axial, ou bien pli synschisteux. Alors ici, vous avez un exemple de pli synschisteux. Alors, il s'agit là d'une autre appellation, d'une autre nomination du pli. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, ce pli-là, on peut l'appeler pli couché, pli anisopaque, semblable et synschisteux maintenant. Alors, si on utilise, si vous voulez, le critère de schistosité, ici, on peut parler donc d'un pli synschisteux. Alors, dans un pli synschisteux, le plan axial est parallèle à la schistosité. L'axe du pli est parallèle à l'alignation d'intersection L0, 1. Alors, on va définir, si vous voulez, cette lignation d'intersection. Comme son nom l'indique, l'alignation d'intersection, c'est une ligne qui forme l'intersection entre la stratification et la schistosité. C'est-à-dire entre les limites de stratification et les plans de schistosité. Je vais revenir sur ça après, en détail, sur cette lignation d'intersection. Alors, je répète encore, dans un pli synschisteux, le plan axial est parallèle à la schistosité, ou bien les plans de schistosité sont parallèles au plan axial du pli. L'axe du pli, cette fois-ci, est parallèle à l'alignation L0,
L01. Donc, l'alignation d'intersection, comme je dis, je vais la détailler après, mais il faut retenir que l'alignation d'intersection, c'est tout simplement la ligne qui forme l'intersection entre la stratification S0 et la schistosité S1. C'est pourquoi on la note L majuscule et 0/1 en indice. On va voir ça en détail par la suite. Alors, ces propriétés permettent à partir de l'affleurement, d'un affleurement limité, si vous voulez, ou discontinu, d'appréhender rapidement la latitude, si vous voulez, du plan axial et de l'axe et leur variation géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que parfois, on se trouve devant un affleurement limité, c'est-à-dire un affleurement qui montre par exemple une partie du pli. Et c'est généralement le cas qu'on trouve sur le terrain, parce qu'il ne faut pas s'attendre à trouver sur le terrain des structures complètes, du pli complet avec les deux flancs, avec la charnière, etc., etc. Parfois, on se trouve avec un morceau une partie d'un pli, un flanc, une charnière. On ne peut pas voir le pli en entier. D'accord? Alors, dans ce cas-là, et si on a de la chance d'avoir, si vous voulez, un pli avec des plans de schistosité, alors on peut utiliser, si vous voulez, c'est le comportement des plans de schistosité, les caractéristiques donc, des plans de schistosité par rapport au plan axial et par rapport à l'axe du pli pour déterminer, si vous voulez, la géométrie du pli et déterminer également le type de pli. C'est-à-dire on peut faire sortir si vous voulez, le pondage du plan axial, le pondage de l'axe du pli, et par conséquent, connaître leur géométrie, c'est-à-dire leur variation géométrique dans l'espace, et par conséquent, déduire donc le type de pli qu'on a. Ça, on va également le détailler par la suite. Hein. C'est-à-dire le comportement de la schistosité vis-à-vis, par exemple, des flancs, au niveau des flancs, par rapport à l'axe du pli. Alors ici également, j'ai un exemple, par exemple, quand on a des mégaplis, charnières non visibles, par exemple. En certains cas, on a des plis avec une charnière non visible, c'est-à-dire cachée ou bien érodée ou bien. Hein. Donc on ne peut pas la voir, par exemple. Dans le cas, par exemple, des plis déversés synchisteux, sans charnière, la relation S0-S1 nous permet de savoir si on se situe sur le flanc normal ou bien sur le flanc inverse, quand il s'agit de plis déversés. Les plis déversés, comme on a déjà vu, c'est un pli qui présente un flanc normal et un flanc inverse. Alors, en utilisant la relation S0, c'est-à-dire la stratification S1 schistosité, on peut donc savoir si on est sur le flanc normal ou bien sur le flanc inverse. Et par conséquent, on peut donc déduire la polarité des couches, c'est-à-dire on peut déduire la S0. Donc voilà donc une relation qui permet, si vous voulez, de connaître, si vous voulez, la polarité des couches au niveau d'un pli déversé. C'est-à-dire un pli déversé avec une charnière invisible. On a que des morceaux, parfois des morceaux des flancs qui affleurent, alors que la charnière est cachée ou bien érodée. Hein. Alors dans ce cas-là, il faut faire appel à la relation entre S0 et S1 au niveau des flancs, hein, pour permettre
qui va vous permettre, si vous voulez, de définir le flanc normal et le flanc inverse. Vous avez sur ce schéma-là, sur cette figure, donc ici en haut, vous avez ici, vous avez donc votre pli. Il s'agit ici d'un pli déversé, bien sûr. Vous avez le flanc normal, le flanc inverse. Vous avez la S0 ici, limite de solidification, et vous avez la S1, c'est ces plans matérialisés ici en trait noir, en tiré noir ici. C'est les plans S1, c'est-à-dire la schistosité, c'est indiqué ici, S1, ici S0, ici S0 également, S0 également. Alors, si on regarde maintenant au niveau du flanc normal ici, c'est ce qu'on a agrandi ici sur cette figure-là. Regardez cette partie-là, on l'a agrandi ici. Alors, vous avez ici S0. S0, c'est les traits noirs, les limites de banc. Et S1 ici, c'est les tirets noirs, c'est la schistosité, les plans de schistosité. Je vais les refaire. Voilà, vous avez la S0 en rouge, vous avez la S1 en bleu. Même chose ici, S0 en rouge et S1 en bleu. Alors regardez ici le pondage. Maintenant, on va jouer sur le pondage. Regardez le pondage de S0, la ligne rouge. Regardez le pondage de S1, la ligne bleue. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le pondage de S0 ici est faible et inférieur au pondage de S1. C'est-à-dire la S1 est plus pointée que S0. Alors, quand vous avez ça, comme ça, il faut penser à un flanc normal. Toujours sur les flancs normaux, des plis déversés, je précise encore, des plis déversés, le pondage de la schistosité est très important, bien il est supérieur, tout simplement, il est supérieur au pondage de la stratification. Les limites de stratification, les limites des bancs, c'est ce qu'on a ici. Flanc normal. Regardons maintenant le flanc inverse. Flanc inverse, donc S0 ici en rouge, même chose, et S1 en bleu. Regardez ici le pondage de S0, ligne rouge, par rapport au pondage de S1, ligne bleue. La ligne bleue présente un pondage faible, bien un pondage inférieur à celui de la ligne rouge. Donc, quand vous avez ce cas de figure, c'est-à-dire le pondage de la schistosité inférieur au pondage de la stratification, c'est-à-dire le pondage de S1 inférieur au pondage de S0, automatiquement, vous pensez à un flanc inverse. Comme ça, donc, vous pouvez reconstituer la géométrie de votre pli déversé au cas où, si vous avez un pli avec une charnière absente, érodée ou bien cachée. Alors et si vous avez bien sûr des plans de schistosité, vous pouvez donc faire la reconstitution géométrique de votre pli tout en utilisant la relation S1, S0 sur les deux flancs qui affleurent, flanc normal, flanc. Et quand vous connaissez donc le flanc normal du flanc inverse, vous pouvez dessiner votre pli facilement. Voilà donc en ce qui concerne, si vous voulez, relation S0, S1. Alors, les marqueurs maintenant de l'allongement, l'alignation. Marqueur de l'allongement, bien l'alignation.
Alors, je pense que c'est l'heure. Alors, je vais arrêter. Voilà, donc j'ai arrêté l'enregistrement maintenant. Donc, on va s'arrêter ici et nous continuerons donc la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain. Mais vous faites attention à l'heure, hein, à l'horaire. Peut-être il va y avoir des changements, c'est-à-dire on va revenir à l'horaire, si vous voulez, avant Ramadan. Vous faites attention donc à la... de toute façon, je vais envoyer un message, je vais vous indiquer l'heure du commencement, si vous voulez, de la science du cours. Maintenant, on va passer à la discussion. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions sur ce qu'on vient de voir et des questions sur ce qu'on a déjà vu, si vous avez des choses qu'on n'avait pas compris. C'est l'occasion donc de vous poser des questions. Et je vous encourage à poser des questions, n'importe quelle question. Il ne faut pas hésiter. Je suis là pour vous aider, pour vous répondre. Alors, vous avez des questions, non? Pardon, monsieur? Oui? Oui, je vous entends. Concernant les dernières diapositives, je n'arrive pas à comprendre comment à partir de pondage, on peut définir ou bien connaître les plis. La dernière diapositive, c'est-à-dire là où j'ai expliqué la relation S0, S1. C'est simple. J'ai dit parfois sur le terrain, on a des plis. Mais un pli dont, par exemple, la charnière est cachée, il est invisible. Peut être caché par d'autres terrains, notamment le quaternaire, peut être érodé. Donc, il ne reste de notre pli que des morceaux de flanc. Des flancs. Et surtout, quand il s'agit de flancs, je parle ici de plis déversés. Hein. Quand il s'agit de plis déversés, on peut appliquer cette méthode. Et quand on a bien sûr un pli avec des plans de schistosité, quand on a la présence de la schistosité qui accompagne le plissement. D'accord? Alors, quand on a que des morceaux, des parties de flanc qui affleurent, avec des plans de schistosité, on peut connaître la géométrie du pli, c'est-à-dire on peut refaire la reconstitution de notre pli. Comment? C'est-à-dire on peut distinguer le flanc inverse du flanc normal du pli. Parce que pour dessiner le flanc, il faut absolument connaître ces flancs. Pour dire que le pli, par exemple, il s'agit... Parce qu'on peut avoir une forme antiforme, comme on peut avoir une forme synforme. Donc, il faut trancher, il faut connaître ça. C'est-à-dire, il faut connaître le flanc inverse du flanc normal. D'accord? Alors, pour connaître ça, on utilise la relation entre la schistosité, c'est-à-dire S1, et la stratification S0. Alors, on examine le pondage de la schistosité au niveau de chaque affleurement, au niveau de chaque flanc. Si on a sur un flanc, par exemple, on a le pondage de la stratification, il est supérieur au pondage de la schistosité,
alors là, on peut dire qu'on est sur le flanc normal. Quand c'est le contraire, c'est-à-dire on a la S1 présente un pendage fort supérieur à celui de la stratification S0, alors là, on est sur un flanc inverse. C'est facile à connaître, hein, et c'est facile à déterminer. Quand le pendage des couches, c'est-à-dire S0, est supérieur au pendage de la schistosité, vous êtes sur le flanc normal. Quand le pendage des couches est supérieur à celui de la schistosité, vous êtes sur le flanc inverse. Est-ce que vous arrivez à voir encore ce que je partage, non? Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui, monsieur. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Oui. Voilà, donc vous avez la figure ici. Regardez sur le flanc inverse, le flanc normal ici. Le pendage, ici, la ligne rouge, c'est la S0, présente un pendage inférieur à celui de la schistosité. Ici, la ligne bleue. Ici, c'est le contraire. La ligne rouge, c'est-à-dire la stratification, présente un pendage fort supérieur à celui de la schistosité. Il s'agit là de flanc inverse, ici, flanc normal. C'est ce que vous avez sur la... Regardez ici le pli. Vous avez le pli, vous avez le flanc normal et le flanc inverse. C'est simple à déterminer. Ici, il faut faire attention. Je vous explique ça, je vous ai dit que, c'est-à-dire pour déterminer, si vous voulez, la géométrie du pli, on peut utiliser ça. Mais dans quel cas? C'est lorsque, par exemple, il n'y a pas de charnière de pli. Sur le terrain, on trouve des morceaux de flanc sans charnière. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire dessiner, si vous voulez, la géométrie du pli. Pour la dessiner, pour connaître le flanc normal du flanc inverse, on utilise la relation entre S1 et S0. Mais quand on a le pli devant nous, c'est pas la peine de chercher la relation. C'est pas la peine. On connaît, on voit le flanc inverse et le flanc normal, donc c'est pas nécessaire donc de faire appel à cette relation pour déterminer le type de pli. Est-ce que vous avez compris? On utilise ça quand la charnière, par exemple, manque. Il n'y a que des morceaux qui affleurent. Un affleure ici, un autre affleure ici, donc on ne peut pas savoir lequel le flanc inverse, lequel flanc normal. On fait appel donc à cette relation, mais il faut avoir également le plan de schistosité, bien sûr. Il faut que le pli soit schistosé. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, on arrête. J'ai voulu vous faire un peu la correction. Si vous voulez, on peut la voir tout de suite, hein, la correction de l'examen. Premier contrôle. Vous voulez qu'on voit ça tout de suite? Non, monsieur. Est-ce que vous voulez Oui, monsieur. qu'on essaie de voir un peu la correction pour ne pas commettre les mêmes fautes dans le prochain contrôle, hein? Oui, Donc, monsieur. il faut faire attention. J'espère que vous avez bien travaillé le premier contrôle, hein? Alors, je vais essayer de vous partager ça tout de suite.